Merci à tous ceux qui ont pu être fidèles. Parfois le temps incite à aller à une conférence et parfois c'est le contraire qui se produit. Je vous remercie d'être là. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la fois dernière, on a brossé les 50 premières années du XXe siècle et j'avais fait un tout petit rappel mais sans image de ce qui s'était produit de marquant au XIXe. Mon but ici c'est d'apprendre ce que finalement on apprend peu dans les universités, c'est-à-dire ce qui s'est passé après 1950. Parce que dans les universités, on estime que ça relève de la critique d'art plutôt que de l'histoire de l'art. Peut-être que les historiens sont un peu frileux. Alors pourquoi pas un artiste, moi je suis artiste plasticien, je suis sculpteur, pourquoi pas donner la parole à un plasticien alors pour faire cette partie-là, pour expliquer cette partie-là. À raison, je le rappelle, de 4 images à peu près pour chaque courant, c'est peu, hein, mais ça donnera quand même des clés de compréhension qui vous permettront de retourner vers ces domaines-là s'ils vous intéressent. Sur mon site, dans l'onglet conférences, vous trouverez Parcours dans l'art du XXe siècle, vous trouverez là des documents PDF à télécharger, un texte récent qui résume le propos général des 2 conférences et la bande-son de la conférence de la fois passée. Alors, on est en train d'enregistrer celle-ci pour compléter et probablement que ce sera même agrémenté d'images. Donc on retrouverait toutes les images qu'on a là, plus d'autres que j'insérerai sur la bande son. Est-ce qu'on peut partager ça avec d'autres Ah oui, c'est libre, tout à fait libre, oui. Je suis un peu de l'école de Michel Onfray, tout donné. Tout d'abord, j'avais précisé qu'on pourrait résumer l'art du XXe siècle comme une anomie, le fait de se passer de toute loi. Et c'est ce qui s'est vraiment produit au XXe siècle. On a vu que tout le XXe siècle était une sorte de réaction contre les traditions qui prévalent depuis la Grèce antique, mais surtout sur les traditions des siècles précédents, le XIXe, le XVIIIe, avec leur néoclassicisme et avec leurs formules d'art lié de très près soit au pouvoir d'État, soit au pouvoir religieux. Et bon, j'ai fait le bilan aussi de ce début du XXe siècle si catastrophique. J'avais lu un extrait de Michel Onfray, assez glaçant, qui reprenait vraiment ce qui s'est produit d'horrible dans le XXe siècle. Oui. Et en fait, il ne faut pas perdre ça de vue. L'art du XXe siècle est tel qu'il se montre en raison des horreurs perpétrées au niveau historique dans notre société occidentale. Donc, je rappelle que je ne traite que l'art occidental, l'art américain et l'art européen principalement. Donc, j'ai trouvé cette formule dans un excellent livre que j'ai recommandé il y a 15 jours. C'est le livre d'Antoine Compagnon qui s'appelle « Les 5 paradoxes de la modernité ». Et qui résume vraiment très très bien. D'autres ouvrages, il y a une liste bibliographique sur le site, vous pourrez aller voir dans tous les livres dans lesquels je suis allé pêcher pour construire cette conférence. Mais celui-là m'a paru vraiment très très clair. Alors il a une formule amusante, c'est de dire que l'art du XXe siècle a d'abord été une rupture avec la tradition. C'est ce qu'on appelle les avant-gardes. Alors les avant-gardes, c'est un terme militaire, une avant-garde, vous voyez. Ça dit déjà bien, le fait qu'on ait finalement retenu ce terme, que l'art devient un combat, que l'art devient une sorte de guérilla, n'est-ce pas ? Alors, c'est les premières années du XXe siècle, et puis on voit que ça installe une tradition de la rupture. C'est-à-dire qu'on va multiplier des façons différentes de se montrer contre les traditions ancestrales dans l'art, vous voyez ? Et ça va finalement donner une sorte de lassitude. Le serpent se mord la queue. Et on voit qu'apparaît alors, à partir, grosso modo, de 1975, on assiste à une rupture avec la rupture. C'est-à-dire le fait de rompre avec cette habitude de rompre. Et ça donnera ce qu'on appellera, en Amérique en tout cas, le postmodernisme. Donc ce qui vient après l'ère moderne. Voilà. Donc c'est ça qui constitue un peu la trame de mon exposé. Nous allons commencer avec, en 1951, un groupe qui est en partie belge, c'est le groupe Cobra. Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Oui. Ce sont en fait des artistes qui sont outrés par la guerre, bien entendu, qui vient de se terminer. Ils sont outrés aussi par
les limites du surréalisme auxquelles ils adhéraient, parce que le surréalisme avec André Breton suggérait des choses comme l'automatisme, par exemple, le fait de libérer le geste dans la peinture. Le surréalisme l'a peu fait. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont un peu tourné le dos à André Breton et à ses adhésions franchement orientées à gauche. Hein. Il était proche de Trotsky, André Breton. Hein. Et il y a eu une volonté chez ces artistes de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam de faire une forme d'art qui est assez novatrice dans le fait qu'elle ne tient plus à l'unicité de l'œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on fait des œuvres à plusieurs. On va par exemple peindre un même tableau, soit en même temps, soit l'un reprend le travail d'un autre. Et ça, c'est une manière de lutter contre cette manie de la main de l'artiste. Oui. On retrouvera ça avec le pop art. Il y aura cette idée-là dans le pop art également. Ils vont travailler sur la spontanéité, le geste en général, mais le barbouillage ne les gêne pas du tout. Ils ont même des slogans assez simplistes, du genre « pas de bonne peinture sans gros plaisir ». Voyez ? Pour eux, vivre et créer, c'est la même chose. Art et vie doivent être beaucoup plus liés. Ce serait même bien, comme dira plus tard Dubuffet, qu'on ne se rende pas compte qu'on fait de l'art. Et que tout acte, finalement, peut être un geste artistique, être considéré comme tel. Dans le cas de Dautremont, ici, qui est un peu le versant calligraphe, il fait ce qu'il appelle des anti-calligraphies. Hein. Il appelle ça des logogrammes. Donc c'est en fait une sorte d'écriture qui s'amuse d'elle-même. C'est le geste dans l'écriture qui est sa source d'inspiration. Bien sûr, il va chercher une inspiration dans l'art oriental également, hein, puisque les calligraphies chinoises ou japonaises étaient bien connues, bien appréciées. Et voilà un nouveau pan de création possible pour l'art. Donc Dautremont, c'est quand même un personnage clé dans ce mouvement-là. Il est également théoricien, il a écrit de très bonnes choses. Voilà ce que donne un tableau typique de Cobra, Lettre à mon fils de Asger Jorn. Leur figuration se limite à assez peu d'éléments. L'enfance, la nature, donc les animaux, le cosmos, les étoiles, hein, des ciels, la terre, et puis c'est pratiquement tout. Et pour eux, peindre est une jubilation, quoi. Et c'est surtout une libération. Et donc, cette manière de peindre, direz-vous, des enfants peuvent en faire autant. Justement, prenons exemple sur la créativité des enfants, hein, disent-ils, et retrouvons ce plaisir d'être au monde par l'entremise de l'exercice de l'art. Voilà. Donc pour eux, il faut abattre les clichés, l'apprentissage, le bien dessiné, ça n'a plus lieu d'être. Surtout, compte tenu des horreurs de la guerre qu'on découvre à ce moment-là. Donc c'est un mouvement qui ne dure pas longtemps, c'est de 1948 à 1951, et ils mettront fin lors d'une exposition à Liège, dans le parc de la Bovry. Ce sera leur dernière exposition ensemble, et puis alors ils vont continuer chacun leur chemin, bien entendu. Un autre exemple, Le Cavalier Rouge de Karel Appel, en 1951, l'année de la fin de ce courant. Donc ils sont anti-individualistes, ils privilégient la spontanéité et l'expérimentation aussi. Parce que leur courant s'appelait d'ailleurs courant expérimental, il y avait un autre nom pour le désigner, c'est IAE, International des artistes expérimentaux. Vous voyez ? Sous d'autres latitudes, le Cobra s'appelle IAE. Et donc cette expérience est fondamentale pour eux. Ça va avoir des implications et ils ne seront pas les seuls à prendre ces voies-là. Hein. Bien. Voici par exemple ici une photo finalement assez récente encore de Pierre Alechinsky au travail. Il a été influencé et guidé par un artiste chinois qui vivait à Bruxelles. Et son langage est vraiment un langage tel une calligraphie, mais il présente beaucoup d'animaux, de personnages, et il a une manière de ceinturer ses compositions. Hein, donc tout autour, il y a souvent une espèce de ceinture, de bandeau, on le voit bien à l'arrière, là. Et parfois, les bandeaux sont encore plus riches que le contenu central de l'image. Toujours est-il qu'on voit qu'il y a une ouverture à une pratique plus orientale, donc extra-occidentale. Et ça, c'est quand même commun à tous ces artistes de Cobra.
Alors par exemple, Azurjan dira « Il y a plus de choses dans la terre d'un tableau que dans le ciel de la théorie esthétique. » Ou alors un tableau n'est pas une construction de couleurs et de lignes, mais un animal, une nuit, un cri, un homme, ou tout cela en même temps. Vous voyez ? C'est vraiment un mouvement très libératoire. Donc en 1950, ici, on voit un rouleau, c'est en fait un rouleau de papier peint, qui a été peint entièrement sur les 10,50 m de sa longueur, par une dame qui s'appelle Aloïse Corbaz. En fait, c'est une dame qui était tout à fait saine d'esprit, mais qui a été gouvernante en Prusse, dans la famille royale. Et elle a eu un chagrin d'amour terrible là-bas qui a engendré sa folie, si bien qu'elle a dû être internée jusqu'à la fin de ses jours. Et là, quelqu'un de très attentif à ses soins lui a confié des supports pour qu'elle puisse écrire et dessiner comme elle aimait le faire. Et c'est par centaines qu'elle a rempli les papiers comme cela. Aujourd'hui, si vous allez au LAM, le musée de Villeneuve-d'Ascq consacré à la collection de La Racine, eh bien, vous pourrez voir des œuvres d'Aloïse qu'on a mis dans des systèmes électrifiés. Alors on peut pousser, voir défiler le dessin devant nous, parce qu'il y a énormément de choses à voir sur un seul support, bien entendu. C'est Dubuffet qui va, le peintre Jean Dubuffet, un artiste qui commencera à peindre seulement après 40 ans, qui a décidé de donner une appellation, créer une sorte de pôle. Il appellera ça le pôle de l'art brut. Il ne considère pas que c'est un mouvement. Un mouvement, ça se fait par des gens qui se réunissent, qui décident d'un nom et qui ont des propos qu'ils partagent. Ici, pas du tout. Il estime, lui, qu'on devrait avoir beaucoup plus de considération pour toutes les formes de création, y compris celles des personnes qui possèdent un handicap ou qui sont des marginaux. Donc ceux qui n'appartiennent pas à la culture, à la formation culturelle. C'est ainsi qu'il va réunir beaucoup d'œuvres, qu'il va vouloir faire un musée en France, que les Français ne vont pas vouloir. Et c'est comme ça que sa collection immense va se retrouver à Lausanne. Ce sont les Suisses qui vont décider alors de faire de cette collection un pôle nouveau. Et c'est là qu'on peut voir les travaux maintenant d'Aloïse, de Bolfly et de bien d'autres qu'on va suggérer ici. Cette œuvre-ci, elle est de 1918, alors que nous sommes en train d'étudier les formes d'art des années 50. Mais en réalité, il faut considérer que c'est l'appellation art brut, la considération pour l'art que font ceux qui ne savent pas qu'ils font de l'art, puisse être intégrée dans le champ de l'art. Voilà. Fini le ségrégationnisme. L'art, c'est pour tous et c'est à partir de tous. Voilà. C'est un élargissement et c'est un grand bénéfice, dans le fond, parce qu'on est beaucoup plus tolérant quand on accepte que quelqu'un qui a, par exemple, on va prendre le cas de Wolfly ici, voilà, un brave monsieur qui est d'origine très modeste et qui a commis l'irréparable, il a fait des attentats à la pudeur, il a été enfermé, mais après la prison, il a récidivé. Et on s'est aperçu qu'il divaguait et on l'a enfermé toute sa vie. Et voilà un cas vraiment incroyable que les universités continuent d'étudier, car c'est par dizaines de milliers de dessins qu'il a fait comme ça durant toute sa vie. Et alors, il y a une écriture qu'on étudie toujours. Donc il combine des collages, mais il ne connaît pas, lui, le mouvement surréaliste, il ne sait pas. Simplement, il est démuni et on lui donne des magazines, là où on s'occupe de lui, dans un asile psychiatrique, et il remplit des feuilles innombrables avec des messages qu'il prétend lui être dictés venant de l'au-delà. Vous voyez ? Et donc tout ça va être, heureusement, grâce à l'initiative de Michel Thévaux et de Dubuffet, mais aussi d'André Breton. Vous voyez, André Breton, le surréaliste, fait partie de ce groupe de défenseurs de l'art qu'on va qualifier d'art brut. D'accord ? Les Américains ou les Anglais appelleront ça l'art outsider. Voilà un autre exemple, 1912 également. Ça, je vous recommande, si vous avez l'occasion d'aller dans la Drôme, d'aller voir. C'est le facteur Cheval, Ferdinand Cheval, Cheval c'est son nom de famille, qui décide à un moment donné de ramener de ses tournées de facteurs des galérons innombrables le long des rivières de cette région de la Drôme, et il les ramène dans sa sacoche, mais par dizaines de milliers, et il construit un château imaginaire. Inspiré par quoi ? Eh bien, par les cartes postales. Et il décide de faire un palais. Il a la grandeur d'une maison, mais il a l'allure d'un palais idéal. Voyez ?
Alors il y a des slogans, beaucoup de slogans avec des fautes d'orthographe, ouais, il fait les choses telles qu'il les sait, hein, et on dirait qu'il est un peu brimé et qu'il veut redonner de la valeur à sa nature. On dirait qu'il est brimé et que c'est une revanche, que ce palais idéal est une grande revanche. Donc il ne fera que cette œuvre-là plus son tombeau. Il aura l'autorisation de faire un tombeau dans le... Il voulait être enterré là, mais ça n'a pas été autorisé, donc il a fait, à 2 km de là, un tombeau magnifique aussi, pas aussi grand, mais aussi mirifique quand même. Vous voyez donc, c'est un marginal, ce n'est pas un simple d'esprit, c'est quelqu'un qui a l'érudition nécessaire, tout au moins pour déjà être facteur des postes. Hein. Il puise vraiment dans son trésor personnel et il affirme sa sensibilité avec une œuvre unique. Alors ça, vous pouvez le voir aussi au LAM. C'est Theo Wiesen, c'est un homme qui est en fait un entrepreneur, hein. Il a une scierie, et alors tous les bois qui ne rentrent pas dans la scierie sont mis de côté, et puis à ses heures perdues, eh bien, il fait des personnages comme ça, très grands, des barrières somptueuses comme ça, qu'il met autour de sa scierie, et il fait de l'art sans se réclamer artiste. Et cela, ça va être repéré évidemment, et on a intégré une petite partie de ces pièces dans le musée de Villeneuve d'Ascq, qui a été agrandi pour cette collection, la collection La Racine. Donc vous voyez, l'art brut, ce n'est pas que l'art des fous ou l'art des handicapés mentaux, c'est aussi l'art de gens qui ne sont pas dans le circuit artistique et qui souhaitent cependant développer leur sens créatif et occuper leur temps, parfois aussi, tout simplement. Ici, on est dans un troisième courant que nous abordons, dans ce qu'on appelle l'art informel. Alors, je suis toujours très étonné avec les étudiants que j'ai pu avoir. C'est un courant qui n'est pas retenu par personne. Pourtant, il y a là un nombre d'artistes tout à fait singuliers et très, très importants, notamment ici, Antoni Tàpies. C'est un catalan. Donc, Tàpies, en fait, en catalan, ça veut dire mur. C'est une coïncidence, direz-vous bien, parce que vous voyez, son art ressemble un peu au mur qui pourrait accueillir la revendication, le graffiti, la révolte. En fait, Tàpies, il a beaucoup lu Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger également. Donc il est depuis très tôt, hein, très jeune, avant 20 ans, il lisait ces auteurs très austères. Hein, et ça a orienté très fort son travail. Plus tard, il s'intéressera davantage aux connaissances orientales. Et son œuvre est très caractéristique parce qu'il n'y a pas vraiment de couleur, c'est la matière qui fait couleur. Grâce à ces techniques où il mêle plutôt du sable, des cols, il procède par arrachage, par effaçage, vous voyez. Et donc c'est une manière de procéder, c'est un processus qu'il met en place, et c'est le processus qui vaut acte artistique. Et bon, quand j'étais jeune, je n'appréciais pas spécialement, mais plus tard, dans les musées, quand on voit des pièces parfois extrêmement grandes, hein, celle-ci ne fait que 1,45 m de large, mais parfois elles ont la hauteur de la pièce, hein, ce sont vraiment des bas-reliefs très épais, où il y a des empreintes de corps, hein, où on voit vraiment le travail d'empreinte et le travail de retrait dans des matières labourées et très épaisses. Il va vraiment offrir à l'art une voie nouvelle. C'est le travail, le processus qui crée la composition. Il n'y a pas un souci de composition dans son propos. Moins connu que Tàpies, il s'appelle Jean Fautrier. À Paris, il a dû être soigné dans un sanatorium. Il entendait des interrogatoires de la Gestapo, il entendait des scènes de torture et il a assisté de loin par les fenêtres à des exécutions. Ces hommes et ces femmes basculaient dans un fossé à Charnier. Et ça l'a tellement bouleversé qu'il va faire une série qu'on appellera la série des otages. On peut même ici voir, voyez-vous, dans une matière assez indéterminée, bon, informelle, hein, comme un sac ou comme un corps. Hein. Il a donné un titre ici, il a appelé ce tableau Nu, en 1946. Il utilise des cols, il utilise du blanc d'Espagne, des poudres. C'est une matière triturée, comme Tàpies le fait, mais ils ne se connaissent pas. Hein. Et il y a chez eux aussi ce compte-rendu de la dépersonnalisation, de la déshumanisation, plus exactement, qui s'est produite durant la guerre. Je vous montre un exemple sculpté du même artiste, vous voyez, qu'on peut voir à la Tête moderne à Londres. C'est une œuvre en plomb, vous voyez.
Et c'est un portrait, en fait un portrait, c'est une tête humaine, vous voyez, mais qui a été sorti d'un charnier. Il y a quelque chose d'extrêmement sinistre, d'extrêmement dur, et c'est ça qui constitue le principal de sa création. Bien, alors on va passer maintenant à un artiste qui est là, c'est mort à 36 ans, Waltz. Ce n'est pas son vrai nom, c'est son nom d'artiste. Il est d'origine allemande. Il sombrera dans l'alcoolisme, mais c'est un grand érudit, un homme d'une grande sensibilité. Son œuvre est quasiment un résultat sismographique. On dirait comme une aiguille qui a marqué sur une même feuille de papier les résultats de son enquête. Et donc, pas de composition, c'est le geste qui compte. C'est la subtilité engendrée par l'accumulation aussi. L'accumulation est une pratique courante chez les artistes de l'art informel. D'autres feront ça d'une autre manière, notamment avec Armand ou même dans le pop art. Et voilà une œuvre ici de Jean Dubuffet. On dirait simplement une photographie sur un carrelage. Il appelle ça topographie, miettes et pavage. Alors, ce Jean Dubuffet va être également un artiste, bon, on l'a dit, qui a révélé l'art brut, qui a déposé ce nom, ce label, mais il a écrit des ouvrages qu'il n'a pas publiés de son existence. En fait, il meurt en 1985 et en 1986, on publie 2 livres importants qui s'appellent Bâton rompu et Asphyxiante culture. Et ces 2 livres, je vous les recommande, ils sont admirables, ils sont très fermes, très durs. Donc pourquoi est-ce qu'il ne les a pas édités de son vivant? Parce qu'il règle ses comptes avec tout le monde, y compris avec les galeristes, avec le monde de l'art et les musées. Mais ses propos sont très très pertinents et franchement, je vous recommande la lecture de ces ouvrages-là. La vraie création ne prend pas souci d'être ou de n'être pas de l'art. Je croirais même bien qu'elle se trouve viciée dès que ce mot d'art est à son sujet prononcé. Si vous ne savez pas que vous faites de l'art, tant mieux, quoi. Parce que d'après lui, si on veut faire de l'art, on fabrique selon des critères et on entre dans un paradigme moderne, contemporain ou autre. Et pour lui, le fait de se débarrasser de tout cela vaut beaucoup mieux pour la création personnelle, individuelle. Et alors, il est très opposé à la création collective, lui. Il trouve que l'art n'a rien à faire avec les fonctions pratiques. La décoration, pour lui, c'est du para-art. C'est quelque chose qui ressemble à de l'art, mais ce n'est pas de l'art. Vous voyez, donc il a des positions assez tranchées, et parfois je les partage bien, ces positions. Bien, voilà pour le mouvement d'art informel. Ici, bon, c'est quelque chose que peu de personnes ont peut-être vu. Quelqu'un ici sait-il de quoi il s'agit? Eh bien, c'est Robert Rauschenberg, un artiste qui est assimilé au pop art, mais qui ne pratique pas tout à fait de la même manière que les artistes du pop art qu'on va étudier. Il a tout simplement décidé de demander à Willem de Kooning, un grand peintre de l'abstraction américaine, de l'expressionnisme abstrait, l'école de New York, comme on appelle aussi, de lui confier un dessin. Il va user une 40aine de gommes pour effacer le dessin. Finalement, il nous donne un papier sali avec des traces qu'il n'a pas pu ôter. C'est assez caractéristique de cette volonté d'occlusion de l'art. C'est-à-dire qu'on montre quelque chose qui a existé, qui a été effacé, mais alors on l'accompagne d'un texte, et c'est grâce au texte que l'on comprend la démarche. Alors on peut dire que l'art s'est élargi grâce au texte, mais en même temps l'art s'est appauvri, parce qu'il n'y a plus rien à voir, ou quasiment plus rien. Donc finalement, on fait passer pour de l'art quelque chose qui a été de l'art, mais qui n'en est plus vraiment. Donc on aime bien de questionner ce qu'est l'art. Le questionnement qu'est l'art, c'est vraiment ce qui va occuper la plupart des courants artistiques de la seconde moitié du XXe siècle. C'était déjà en germe chez les artistes de la première moitié, bien entendu. Donc il nous force à accepter la négation de l'art. Voilà une œuvre parmi beaucoup, évidemment, parce que c'est une œuvre de Andy Warhol, le plus célèbre des artistes du pop art américain.
le pop art n'avait pas commencé aux États-Unis, hein. Il avait commencé en Angleterre en 1955, et puis il s'est propagé alors aux États-Unis. Alors, ils n'ont pas vraiment un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui réunit les propos. On ne peut pas dire non plus que ce soit un courant qui veuille vanter la société de consommation. Ils sont aussi bien critiques que témoins de cette société de consommation. On ne l'appelle pas encore comme ça, c'est plus tard qu'on donnera ce label-là. Mais tout simplement, ils luttent. Quant à eux, rappelez-vous la dernière conférence, ils luttent contre l'hermétisme de l'abstraction. C'est-à-dire qu'avec des artistes comme Mark Rothko, voyez, ou comme Jackson Pollock, oui, ou Newman, eh bien, pour eux, cet art-là s'adressait à une élite de gens instruits, hein, qui étaient capables de comprendre pourquoi l'art pouvait aller jusqu'à un zip, une seule ligne, ou juste un monochrome, hein. Ils estimaient que c'était uniquement pour une élite. Et c'est contre ça qu'ils ont voulu lutter. Et donc, eux, ils ont voulu proposer au public ce que le public aime voir. Alors, qu'est-ce que le plus grand, la masse, qu'est-ce que la masse aime voir? Des choses agréables, quoi, ou des choses qu'on consomme. Donc, des soupes Campbell's ou Marilyn Monroe, vous voyez, hein, ou des cases de bande dessinée, toutes sortes de choses que les gens aiment voir. Le pop art va offrir aux gens ce que les gens réclament. Il y a une sorte de populisme un peu indigent quand même dans cette démarche-là, hein. Donc ici, ce sont des billets, 192 billets d'$1. Je dois quand même préciser pour Andy Warhol, bon, c'est quelqu'un qui vient du monde de la publicité, hein. Il était notamment dessinateur de chaussures, avant de propager une forme d'art nouvelle qui s'appellera pop art. Il a réuni autour de lui beaucoup de gens, il a créé une factory, c'est-à-dire une usine, hein, où on pouvait venir créer, où on pouvait venir faire des films. Il s'est passé beaucoup de choses autour de sa personnalité. Et il faut dire, si vous regardez attentivement les tableaux de Warhol, même si ça paraît facile, c'est des images mécaniques, hein, qui sont faites grâce à l'outillage moderne, capter une image par un appareil photographique et le transposer sur support, bois, carton, toile, avec des moyens sérigraphiques, hein, et d'une manière multipliée, c'est quand même vachement bien fait. Enfin, je veux dire, si vous allez vraiment tout près et que vous regardez la qualité de l'impression, c'est quand même pas n'importe quoi, comme certains pourraient le dire. Alors ici, le cas de Roy Lichtenstein est assez intéressant. Dans cette œuvre qui s'appelle « La mélodie hante mes rêveries », en 1965, il décide de consacrer sa création à l'agrandissement de cases de bande dessinée. Donc il n'est pas l'auteur du dessin. Simplement, il prend une image et il la traite en grand. Bon, ici, elle ne fait que 68 cm de hauteur, mais il en fera de très grand. Et il utilise l'agrandissement du système offset. Vous savez, dans les journaux de l'époque, on utilisait, encore jusque dans les années 1980, hein, l'offset. L'image est filtrée, si vous voulez, ça crée des points. Alors il y a les points noirs, les points bleus, les points rouges et les points jaunes, hein, les trois couleurs de base plus le noir, et ça crée la photo en couleur. Et si on regarde à la loupe, on voit bien qu'il y a ces points imprimés par l'imprimerie. Et en fait, ce sont des cases agrandies, et il crée des processus. Au début, il les peignait avec des pochoirs, hein, les petits points, et puis alors il a développé des techniques pour faire ça en série. C'est un art plutôt de la multiplication, quoi. C'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup donner à foison des images, pensant, et ils se trompent, mais pensant que l'art va être accessible pour un plus grand nombre de personnes. Ça ne sera pas le cas, parce que leurs travaux, qui vont être considérés comme avant-gardistes, vont être chers à l'achat. C'est incroyable comme la société est capable de phagocyter tout. C'est-à-dire, on fait une œuvre contre elle, eh bien, pas grave, on va quand même la manger, on va quand même l'absorber. Et il y a même un snobisme dans l'absorption des choses qui sont contestataires. Voyez, des gens fortunés aimeront avoir des œuvres sur leur mur, chez eux, qui sont des œuvres qui critiquent leur propre mode de vie, leur propre mode de consommer. Ici, c'est Tom Wesselmann. Donc c'est un sujet facile, c'est un sujet multiplié. Et il y a là une planéité qui rappelle quelqu'un de très grand, que j'estime très grand moi en tout cas, c'est Matisse. Mais est-ce que c'est possible de parler d'art avec ces artistes-là? Est-ce qu'ils se préoccupent vraiment de peinture?
on pourrait se poser la question, et d'ailleurs j'ai repris une petite phrase ici, c'est de Robert Motherwell, c'est un artiste de l'expressionnisme abstrait qui est témoin de ces productions du pop art. Et alors il dit ceci dans une interview: il n'est pas possible de se réclamer à la fois de la peinture et du pop art. Pour ce qui est des artistes pop que j'ai rencontrés, leur désintérêt pour les problèmes esthétiques m'est incompréhensible. Cela m'emplit d'une sorte d'horreur. Vous voyez, les artistes de l'art américain, donc celui des années 50 avec Pollock et Rothko, ou Newman ou Motherwell, sont horrifiés de voir à quoi la culture en est réduite dans ce qui a pignon sur rue, ce qui est très montré dans les galeries et les musées à la suite de leur beau travail, de leur quête, quoi. Il y a comme pour eux un non-sens dans tout cela. Donald Judd, c'est un artiste qu'on va voir après, qui est un artiste de l'art minimal, mais qui a écrit très très bien, peu mais très bien, dans un livre qui s'appelle Écrit, justement, en 1990. Alors il dit ceci, c'est terrible sur le pop art. Quelques artistes contemporains conçoivent l'art comme une carrière, ce qu'il ne devrait pas être au sens habituel du mot. Quelques-uns semblent exploiter la situation d'une façon toute professionnelle. Certains sont peut-être réellement naïfs, d'autres sont cyniques. Cette attitude fut introduite dans le monde de l'art par Andy Warhol, qui l'acquit probablement dans le milieu de l'art publicitaire dont il était issu. Premièrement, l'art est une affaire commerciale. Deuxièmement, il faut donner aux gens ce que vous voulez qu'ils désirent. Il faut considérer que vous partagez les mêmes désirs que le public, le succès, la gloire, l'argent, et que vous vivez selon les mêmes clichés. Troisièmement, il faut qu'on vous aime et qu'on vous admire, simplement parce que vous admettez que vous ne valez guère mieux que les autres, et qu'on vous félicite parce que vous reconnaissez que vous avez soif de succès et que vous êtes quelqu'un d'épouvantable. C'est une critique incroyable sur le pop art de la part d'un artiste de l'art minimal, courant qu'on va étudier tout bientôt. Donald Judd. Ici, on aborde un courant qui s'appelle le nouveau réalisme. Ça s'est passé en même temps que le pop art, et certains ont confondu les deux courants. Mais en fait, ils sont quand même assez dissemblables, parce que dans ce courant des nouveaux réalistes français, il y a une attitude un peu ésotérique et mystique, surtout dans le chef de cet artiste-ci, qui s'appelle Yves Klein, qui passe comme un éclair dans l'histoire de l'art, parce qu'il ne vivra pas longtemps. Il pratiquait le judo, il était ceinture noire de judo, et l'art oriental, il le connaissait très bien. Il va créer des événements, des anthropométries, c'est-à-dire qu'il va convoquer des modèles d'ateliers qui posent habituellement dans les académies, et il va leur demander, sans rien faire lui-même, il reste habillé comme ça, sans rien faire lui-même, il va leur donner quelques injonctions. Voilà la peinture bleue, macule-toi le corps avec ceci, pose-toi sur la toile pour laisser ton empreinte. Et donc il va faire des multiplications d'empreintes comme ceci, qui auront l'air de voler quand on dressera la toile qui a retenu les empreintes. Il va faire dans une galerie française, à Paris, une exposition du vide. Bon, alors l'invitation est bleue. Il faut d'abord savoir que le bleu, il le fait lui-même. C'est-à-dire qu'avec un chimiste, il a mis au point une recette pour faire un bleu magnifique, un bleu qu'il est difficile d'imiter, avec des poudres, des mélanges aussi qui permettent à la poudre de coller et de garder ce côté velours que le pigment peut avoir par rapport à la colle qui les tient. Et alors, il envoie des invitations bleues pour le vernissage, et quand on arrive dans les pièces, il y a juste des volumes qu'il est en train de fermer au moment où arrivent les gens. Et il prétend que son art a déjà eu lieu, que sa présence dans le lieu, sa concentration pour l'ordre de l'humanité a eu lieu là. C'est le vide qui constitue l'œuvre d'art. C'est l'invisible qui constitue l'œuvre d'art. Mais il tient un très beau discours, il a même fait des discours à la Sorbonne. Donc c'est un illuminé, mais il a des outils pour s'exprimer d'une manière extrêmement claire. Alors, ce qu'il n'a peut-être pas prévu, ça je n'en sais rien, mais c'est que des amateurs vont vouloir acheter le vide dans les boîtes. Vous voyez ?
Et donc, alors, comme ils insistaient, il a décidé de donner une valeur très chère, l'équivalent de 70 grammes d'or pour un vide. Oui. Et il va donner rendez-vous à ce monsieur, Dino Busotti. Il le convoque le long de la Seine, et alors, l'argent qu'il a reçu, il est allé acheter des feuilles d'or pour la valeur de la somme de l'œuvre d'art. Il a demandé à Busotti de venir avec le reçu qu'il avait rédigé, qui stipulait qu'il avait bien reçu l'argent, et il va, en sa présence, disperser les feuilles d'or dans la Seine. Et donc, il rend à la nature ce qu'on lui a volé, hein, il dématérialise en fait la valeur intrinsèque de l'œuvre d'art. Et il va plus loin, il demande à M. Busotti de sortir son reçu et de l'enflammer. Comme ça, il n'y a plus aucune trace de l'acquisition de l'œuvre. Vous voyez, cette notion d'immatérialité, c'est peut-être l'artiste qui va aller le plus loin dans cette direction-là. Voilà, autrement, un autre type d'œuvre qu'il propose. Vous voyez le fameux IKB, hein, International Klein Blue, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Et il s'agit donc de pigments et d'éponges collés sur un support. Ces supports-là sont systématiquement situés à quelques centimètres du mur, ils sont détachés. Les bords sont toujours arrondis. Oui. Et il a donc un certain style, une certaine manière de montrer ces formes d'art. Et il nous parle là d'imprégnation universelle. Hein, donc cette notion d'imprégnation, c'est une volonté de concorde absolue. Il voudrait que la paix vienne sur la terre, lui. C'est un mystique, hein, et en ça, il ne peut pas être confondu avec le pop art, vous voyez. Mais c'est à la même époque. On a essayé de les rassembler. Il y a eu 2 expos qui se sont disputés et ça n'a plus pu être possible de les exposer, les artistes du nouveau réalisme avec les artistes du pop art. Les 2 expos ont eu lieu à New York. On a retrouvé à Caxia, en Espagne, dans une petite église dédiée à Sainte Rita, un petit coffret en plexiglas avec des compartiments. Il y avait du rose, du bleu et des feuilles d'or. Et puis, il y avait alors des petits textes. Et quand on faisait de la restauration dans ce couvent-là, un restaurateur a dit « Vous n'auriez pas quelques feuilles d'or ?» Et alors, une bonne sœur a dit « On a cette chose étrange que quelqu'un est venu déposer. » Effectivement, il y avait plein de feuilles d'or dedans. C'était encore une fois la dématérialisation de la vente du vide. Comment est-ce qu'il la dématérialise ? En allant la déposer à Caxia, chez la sainte des causes désespérées, avec des prières qu'il a écrites, où il espère l'intervention de Sainte Rita pour qu'on comprenne le bien fondé de sa démarche. Vous imaginez, c'est quand même, ça donne le frisson. Ça, hein. Donc, c'est le côté le plus ésotérique probablement, avec Joseph Beuys que j'aborderai tout à l'heure. Lui aussi a une dimension d'élargissement ésotérique dans son travail. Voilà de ses compères bien sympathiques, Jacques de la Villeglay, qui emporte des affiches. Ils estiment que ce n'est plus à l'artiste à faire l'œuvre d'art, qu'en fait, le public fait de l'art sans le savoir, et il est fasciné par la richesse des panneaux d'affichage qui sont lacérés. Vous savez que souvent on veut mettre une nouvelle affiche, il y en a trop, on gratte, hein, et puis on en met d'autres, et puis les suivants font la même chose, et la commune en question ne fait pas nécessaire pour enlever tout et remettre un nouveau support, et finalement il se saisit de ces éléments-là pour construire des œuvres de caractère un peu illisible. Il y a très peu d'intervention de l'artiste, il y a juste le choix, la disposition des éléments, ici quand même sur un support en dur, pour qu'on puisse le présenter dans les milieux d'art. Alors, un autre exemple, avec Raymond Haynes, ils sont plusieurs, il y a encore Rotella qui fera ce genre de démarche. En fait, il trouve dans l'illisibilité et dans la non-composition la sublimité recherchée par Matisse. Le rapport de force des couleurs, hein, le rayonnement des couleurs par elles-mêmes pour elles-mêmes, sans intention de composer. Voilà donc leur requête. Ils estiment donc que c'est le public qui fait l'œuvre d'art en quelque sorte. Donc l'artiste se dessaisit, c'est une concession, il se dessaisit de ce rôle de metteur en scène enfin, il met en scène quand même, mais hein, puisqu'il présente, il ne représente pas, mais il présente quelque chose. Hein. Il s'extrait de la création, en quelque sorte. Hein. C'est une concession immense, hein, que l'artiste veuille disparaître du champ dans lequel il peut exceller ou se faire apprécier. Alors, évidemment, ici, c'est le cas très fameux
Jean Tinguely, qui est suisse, lui, et qui fait des machines comme cela, qui sont tout sauf sérieuses. Donc lui, il lutte vraiment contre le sérieux dans l'art, et il fait des machines qu'on peut actionner par un mécanisme électrique. Il y a tout un musée qui lui est dédié à Bâle, dans un très très beau musée, et où on peut voir des œuvres qui s'autodétruisent même, ou qui font, par exemple, c'est ce qu'on appelle les métamatics. Ce sont des appareils qui sont destinés à créer des œuvres lyriques. C'est-à-dire que l'art lyrique, c'est l'art gestuel qui avait un gros succès dans les années 60, dans toute l'Europe. Et donc, il fabrique des éléments avec des poulies et des moteurs, avec des pinces. On peut y mettre des crayons soi-même, on peut jouer avec l'œuvre, on peut participer à l'œuvre. Et alors, une fois qu'on a disposé ses crayons et mis sa feuille de papier, on actionne plus ou moins longtemps le mécanisme qui fait des gribouillis, puis on l'arrête, on change la feuille, on change le crayon, on met des feutres, et on crée soi-même, avec une machine de Tinguely, une œuvre lyrique. Vous voyez, c'était humoristique. C'était une manière de désacraliser, encore une fois, l'art sérieux. Vous voyez. Alors le comble, c'est quand il fait une exposition au MoMA, à New York. Vous imaginez le succès de cet artiste qui veut instaurer le non-sérieux dans l'art. Et on lui fait une expo qui le consacre, et il crée un immense appareillage qui s'autodétruit, qui explose et qui se tord lors du vernissage. Vous voyez jusqu'où ils ont pu aller dans la dépossession de la création. C'était sans doute salutaire quand même, parce qu'il y a eu beaucoup d'exagération et de snobisme qui ont entouré l'art, sa création, sa possession, par les personnes capables de l'acquérir. Nous voilà avec toute autre chose, notamment Donald Judd, que j'ai cité lorsqu'il a fait un procès du pop art tout à l'heure. L'art minimal, voilà un courant qui s'impose dans les années 60, où dominera la sculpture, vont s'inspirer surtout du constructivisme russe. On l'avait vu lors de la séance précédente. Il s'agit de faire, c'est-à-dire que l'artiste conçoit, mais fait fabriquer, n'est-ce pas ? Ils n'en sont pas, comme l'art conceptuel le fera après, à écrire quelque chose et à ne pas même le réaliser. Ici, il décide d'un format, de matériaux bien typés, c'est de l'acier brossé d'une certaine manière, c'est quand même très technique. Et il va jouer sur des formes répétitives, toujours autour du parallélépipède rectangle. C'est une constante dans toute son œuvre. Et ce qui est bien avec les artistes minimalistes, c'est que, bien sûr, ils partent de la fameuse phrase de Mies van der Rohe qu'on a évoquée avec le Bauhaus. Mies van der Rohe était un architecte professeur à l'école du Bauhaus. Et il avait cette fameuse sentence anglaise qui est « less is more ». Moins, c'est plus. Accéder à plus de beauté ou d'expression avec le moins de recours possible. Et c'est ça qu'ils mettent finalement en pratique, tous ces artistes de l'art minimal. Voilà un bel exemple de Robert Wiman. Ce qui est remarquable quand même chez Robert Wiman, dans cette œuvre qui n'a pas de titre, mais la plupart du temps, ces titres, ce sont les noms des produits qu'il utilise pour les faire. Vous voyez, il va utiliser par exemple un certain type d'aluminium, ça portera le nom de la marque qui a fabriqué l'aluminium. Mais toutes ces œuvres sont blanches. Il y avait un musée magnifique en Suisse, à Schaffhouse, dans le nord de la Suisse, un musée qui était une halle pour l'art contemporain où le collectionneur avait acheté 50 Riemann. C'était le plus bel endroit pour voir l'amplitude et l'originalité de son travail. Car à chaque fois, l'œuvre est blanche. Et ce qui n'est pas couvert, par exemple, le bord de la toile en jute ici. Dans un autre exemple, c'est les accroches émaillées qui viennent maintenir le tableau au mur. Une autre fois, ce sera la rugosité du matériau qui va donner une différence. Il n'a jamais fait deux choses les mêmes, et pourtant, toutes ses œuvres sont blanches. Vous voyez ? Et c'est sur cet exercice-là qu'il va faire toute sa création. Donc, le blanc est son unique couleur, il ne peint pas avec d'autres couleurs. S'il y a une autre couleur dans le tableau, la plupart du temps, c'est parce que le matériau qu'il a utilisé de coller possédait une couleur. C'est assez marrant parce que ça se rapproche même un peu de Matisse. Il faut se rappeler que Matisse avait voulu un art d'équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ni préoccupant. Vous voyez, on dirait que le vœu de Matisse, qui était un fauviste, qui a continué à peindre loin dans le siècle, eh bien, il se réclame un peu de cela.
un art qui ne revendique pas, c'est un art qui présente de la pureté, de la tranquillité. C'est quasiment méditatif d'ailleurs. Un autre exemple, c'est Karl André, Napoli Rectangle, c'est-à-dire que ce sont des plaques d'acier qui sont disposées au sol, et si vous n'êtes pas très attentif, vous ne vous rendez même pas compte que son œuvre couvre tout le sol. Notez bien, il faut être vraiment pas attentif du tout, parce que souvent, il laisse un espace dans le lieu d'exposition où on pourrait passer. Mais si on essaye d'y passer, sur le parquet du musée, on joue sur son équilibre le long du mur. Donc il joue vraiment sur le lieu. Avec lui, il va supprimer une chose fondamentale dans la sculpture, c'est la verticalité. Chez lui, il n'y a pas de verticalité. L'art est à l'horizontale. C'est assez singulier. Moi, j'avais lu une fois une remarque d'une commissaire d'exposition, Margit Rowell, qui avait appelé le graphiste qui faisait le catalogue d'une exposition à New York, et qui disait, moi j'ai vraiment un problème parce que jusqu'en 1950, toutes les photos sont à la verticale, et puis maintenant, toutes les photos sont horizontales. Comment est-ce qu'on va faire dans la mise en page du catalogue, vous voyez? Mais c'est une réflexion assez brillante, parce qu'on dirait que la sculpture devient lieu, hein, un lieu que l'on peut fouler, un lieu que l'on doit traverser. Ce n'est plus une représentation verticale, il n'y a même plus de représentation du tout d'ailleurs, hein. La sculpture est un lieu, devient un lieu. Voilà encore un élargissement pour l'art, si l'on veut, qui est une caractéristique de l'art du XXe siècle. Alors celui-ci, Sol Lewitt, 6 cubes incomplets, eh bien, sera aussi un artiste qui fera partie de l'art conceptuel, il est dans les deux courants. Donc en fait, il nous propose les arêtes du cube, il travaille beaucoup sur la forme essentielle du cube, et c'est l'idée de son développement, de son enrichissement qui est exposée en fait. Plutôt que des sculptures, c'est l'idée de l'incomplétude d'un cube, hein, avec ses arêtes. Il fera également, dans le cadre de l'art conceptuel, alors là, quelque chose d'assez remarquable, on en parlera tout à l'heure, c'est le fait de définir comment des assistants vont réaliser une peinture murale à son nom, en les obligeant à respecter scrupuleusement un cahier des charges. Et donc quand l'œuvre est terminée par les assistants, eh bien, il vient vérifier, il authentifie le mur, il donne le numéro et sa signature, et en fait, il n'a rien fait que de concevoir le processus. Il vient du monde de l'architecture, et c'est quelqu'un qui était un associé du fameux architecte chinois Ning Pei, qui a fait notamment la pyramide du Louvre. Le fait de confier le travail à d'autres, d'avoir des assistants et des associés, est un plus pour la création. Hein. Et certains hurleront que non. Dubuffet dit tout à fait le contraire. Il dit que dès qu'on sollicite l'intervention de quelqu'un d'autre, on se dessaisit de la plus grande chance qu'on ait sur Terre, c'est de créer. Hein. Vous voyez ? Donc les opinions se croisent. Bel exemple également, enfin lui on l'associe à l'art minimal, il s'appelle Wolfgang Leeb. Il fait ici une installation au musée de Grenoble avec du pollen. En fait, c'est quelqu'un qui se destinait à des études de médecine. Enfin, il a fait des études de médecine, il est médecin, mais il n'a pas pratiqué parce qu'il avait une soif plus grande. Il a beaucoup voyagé de la Turquie jusqu'en Orient. Et il va faire, lui, un art qui est plutôt un peu ésotérique aussi. Ce qu'il veut, c'est la contemplation, le retour de la contemplation. Et le fait d'aiguiser nos sens. Alors quand vous entrez dans le musée, vous êtes pris vraiment par l'odeur. Hein. Un autre artiste qu'on verra plus loin, Pennone, dans un autre courant, il fera des œuvres avec des feuilles de laurier. Et là aussi, vous êtes pris par le nez, hein, et vous êtes attiré vers l'œuvre qui est odoriférante. Alors là, vous voyez, on saute d'un extrême à l'autre. Ici, mais c'est la même époque, on est dans le courant Fluxus. Au départ, Benjamin Vautier, qui vit à Nice, à un moment donné, il va découvrir Duchamp. D'ailleurs, je vous lis un extrait ici. En vérité, du temps du magasin, car en fait, il avait un magasin où il vendait des disques à Nice. Il dit, en vérité, au temps du magasin, j'étais heureux, debout dans la rue, à vendre des disques d'occasion et à regarder passer les filles. En 1958, j'ai le choc Duchamp. Alors, pour moi, la peinture est finie. Je ne pouvais plus rien jeter. Une allumette était aussi belle que la Joconde.
Tiens, c'est curieux, c'est un petit peu comme les futuristes qui disaient une automobile de course est plus belle que la victoire de Samothrace. Lui, il va encore plus loin. Une allumette est aussi belle que la Joconde. Il fallait donc tout garder. Les pots de peinture vides, les pinceaux, etc. Et j'ai tout cloué. Pour gagner ma vie, je vendais des disques d'occasion et au premier étage, je fis une petite galerie pour chercher le nouveau. Voilà ce qu'on peut lire sur un petit texte de présentation au musée du Centre Georges Pompidou. Ça révèle beaucoup de choses, hein, et notamment une partie qu'on n'a pas encore beaucoup développée, chercher le nouveau. Hein. Pour Antoine Compagnon, dont j'ai dit qu'il était un petit peu mon inspirateur pour cette conférence, il dit parmi les 5 paradigmes de la modernité, les paradoxes de la modernité, cette religion du nouveau, c'est un problème. On a souvent fait autre chose pour faire du neuf, quoi. Et ce neuf a parfois appauvri terriblement le domaine artistique. Donc en fait, la première photo vous montrait son magasin à Nice, vous voyez, avec un joli bazar. Et il s'est singularisé aussi avec des phrases qu'il écrit assez rapidement comme cela. Ce sont des slogans, parfois très humoristiques, qu'il écrit rapidement sur des panneaux et qui connaîtront un grand succès. Aujourd'hui, on trouve ça sur les plumiers des écoliers dans les collèges. Si vous allez acheter un plumier, vous trouverez encore aujourd'hui des plumiers à la benne, signés benne, avec des aphorismes cinglants comme ça. Et donc, ici, pour le musée Pompidou, qui lui achète son magasin, il a dû reconstituer alors un peu l'ambiance de son magasin en reclouant à l'intérieur et à l'extérieur des éléments qui étaient là, qu'on pouvait voir à Nice. Donc là aussi, la notion du sérieux est battue en brèche. Alors, j'aimerais vous entretenir du courant Fluxus auquel il a adhéré. En tout cas, l'humour fait partie, la plupart du temps, de tous ces créateurs. Il s'appelle Robert Filiou, celui-ci. La Joconde est dans les escaliers. On dirait pratiquement qu'une femme de ménage est passée par là, qu'elle s'est saisie de l'œuvre, l'a mise de côté pour faire son ouvrage. C'est un clin d'œil à la conservation d'œuvres d'art. Hein. C'est un problème, la conservation d'œuvres d'art. A fortiori avec les artistes d'aujourd'hui, ou de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc en fait, le courant Fluxus, il a fort été inspiré par un très beau personnage qui s'appelle John Cage. Hein, c'est un artiste américain qui a fait partie de 2 écoles. Il était invité comme professeur l'été dans une et il était titré dans l'autre. Et ce John Cage avait une manière d'enseigner qui était la maïeutique de Socrate, c'est-à-dire que quand on lui pose une question, il reprend une question. Il ne donne pas de réponse. Vous voyez, la maïeutique, maïeutiquer, ça veut dire art d'accoucher en grec. Hein, donc c'est soi-même qui devons accoucher. Si vous lui posez une question, il vous rend une autre question, qui va vous amener sur la piste d'une réponse pour vous-même. Enfin, cet homme-là, qui avait beaucoup d'intérêt pour la musique aussi, hein, et il a fort influencé dans le Black Mountain College, hein, dans une ville au sud de Boston, en Caroline du Nord, pour être précis. Il a beaucoup influencé pas mal d'artistes, et notamment un certain Georges Maciunas, qui va un peu fédérer les artistes autour de lui. D'abord, il a une galerie à New York, il fait de mauvaises affaires, il doit fuir en Allemagne pour éviter ses créanciers. Là-bas, il rencontre Joseph Beuys, Nam June Paik, plein d'artistes vraiment étonnants, qui venaient là pour apprendre la musique sérielle, la musique de Luigi Nono, des musiques dodécaphoniques, des choses comme ça, vous voyez. Et pour finir, il retourne à New York et il va chercher à faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur art, non pas par le biais de la galerie et de la vente d'une œuvre, mais par la réalisation de boîtes. Donc ce sont des boîtes dans lesquelles il y a des poèmes, il y a des dessins, des slogans, des choses comme ça. C'est les Flux Boxes, ça s'appelle. Alors ils vont faire beaucoup de parodies autour de tout ça. Toujours est-il qu'à un moment donné, lui, il va mourir en 78 et que Joseph Beuys, Paik ou Robert Filiou vont faire une œuvre libre en dehors de ce courant-là, une œuvre assez remarquable pour chacun d'entre eux. Donc il voulait, par l'action, créer un sens élargi pour l'art. Donc on fait intervenir le public. Donc on fait des œuvres avec la participation du public. Donc parfois on a un projet d'installation, mais à un moment donné on va demander au public d'intervenir et donc l'œuvre va avoir un tout autre sens que celui qui aurait pu être prémédité par l'artiste. Il voulait aussi que l'art soit accessible à tous aussi. Hein.
Alors je vais m'appesantir un peu sur cette œuvre-ci. C'est un artiste que j'ai beaucoup étudié, qui s'appelle Joseph Beuys. Il est né en 1921, il est allemand. Ça veut dire que 19 ans plus tard, il se retrouve enrôlé dans la guerre et il a choisi malheureusement l'aviation comme arme et il va devenir pilote de bombardier pour la Luftwaffe. Et cet homme-là, en fait, était très artiste dès son adolescence, très livré à lui-même. Ses parents étaient commerçants, lui laissaient faire beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Il faisait déjà des petites expositions avec des objets trouvés dans des granges et dans la nature. Et il voulait alors devenir pédiatre, soigner les enfants. Donc il entame des études de médecine, mais la guerre arrive et il devient pilote. Et il devient bombardier. Et donc il lâche des bombes sur différentes contrées, notamment sur la Crimée. Et c'est là que l'incident se produit, c'est qu'il est descendu par des forces aériennes et il va se retrouver parmi les habitants, dans un village perdu, et il va être soigné de ses brûlures avec de la graisse qu'on lui enduit sur tout le corps, emballé dans des feutres. Les feutres sont des compressions de poils de chevaux. Et il reprendra conscience aux mains des Tatars, comme il dira, aux mains d'un medicine man, un guérisseur. Alors cette histoire-là, il l'a racontée de différentes manières, donc on suspecte qu'elle n'est pas tout à fait exacte, mais il en a fait vraiment son matériau. C'est-à-dire que sa biographie devient un matériau indispensable pour comprendre l'ampleur de son travail. Alors, on l'appelle à Francfort pour faire une action. Donc lui, il appelle ce qu'il fait non pas un happening, mais une action. En fait, il fait un rituel. C'est-à-dire qu'il apprend par la presse et par sa documentation qu'il y a un très fort taux de parricide à Francfort. En 1969, les jeunes découvrent que leur père a fait partie de la Gestapo, que leurs parents ont participé au génocide affreux, à l'Holocauste, et ne peuvent plus supporter d'être les enfants de ces personnes, de leurs propres parents. Une haine grandit et tue leurs parents. Et donc ce phénomène, Beuys va essayer de le guérir. En fait, il va se positionner comme un guérisseur d'une société malade de l'âme. Guérisseur. Il estime qu'il a été sauvé lui-même par un guérisseur, le chaman qui l'a enduit de graisse et qui lui a permis de retrouver la santé, jusqu'à ce que les forces allemandes le récupèrent. Après, il deviendra élève à Düsseldorf de l'académie, puis professeur émérite de l'académie, puis il va être mis dehors par la police. Il a une vie très tumultueuse, mais toujours est-il que c'est ça, comme ça qu'il faut essayer de comprendre le mieux son œuvre. Donc, on lui confie une scène de théâtre, une partie n'est pas éclairée, l'autre bien. Il ordonne qu'on amène un cheval blanc et qu'il soit maintenu par un léger enclos sur une plaque de métal. En fait, c'est la métaphore c'est même plus qu'une métaphore, puisqu'il prend carrément un animal. C'est pas comme s'il mettait une représentation d'un cheval blanc. Il fait venir un cheval blanc avec tout le danger que ça représente, parce que le cheval prend une furie et tombe sur le public, ce serait possible aussi. Le public, cette fois-ci, est dans la salle. Ça ne se présente pas toujours comme ça, c'est pas toujours dans une salle de théâtre qu'il fait une œuvre. Mais l'œuvre, c'est le moment qu'il va vivre avec le public qui est venu assister à sa prestation, à son action. C'est donc un rituel. Alors il va se déplacer, bien entendu, sur la scène. Il va utiliser les cymbales, il va cogner, il va prononcer des phrases qu'il a apprises par cœur, et d'autres moments, il fait des sons gutturaux qui ne disent rien. Il mordra parfois dans des morceaux de sucre qu'il crachera dans l'espace noir. Alors on peut voir tout ça par un film, parce que tout ça a été très bien filmé, très bien photographié. Et vous allez taper Iphigénie Titus Andronicus, vous allez retrouver cette œuvre-là. Alors je vous explique le titre peut-être. Iphigénie, c'est un personnage de la mythologie grecque. C'est une personne amène, c'est-à-dire une personne qui a l'art de pardonner. Elle fait partie d'une famille, la famille des Atrides, qui est une famille qui se disloque par la vengeance. Le père a trompé la mère, donc un fils tue le père, puis la sœur tue le frère parce qu'il a tué le père, et ça n'en finit pas. Et le cycle de la vengeance s'arrête grâce à la beauté du personnage Iphigénie qui met fin au cycle de la vengeance. Donc symboliquement, il dit qu'il ne travaille pas sur la symbolique, mais j'ai peine à le suivre dans cette notion. Cette histoire-là a été rapportée en Allemagne par Goethe, qui est francfortois justement, Goethe.
Et c'est une œuvre qui est étudiée dans les collèges. Les gens qui écoutent connaissent cette œuvre, cette histoire d'Iphigénie, parce qu'ils lisent Goethe. Alors que Titus Andronicus, c'est le titre du XVIe siècle, de Shakespeare. Hein, c'est un livre terrible qui explique une vendetta. Et l'auteur, à aucun moment, ne dit c'est bien ou c'est mal. Il raconte une horreur. Hein, Shakespeare raconte une horreur, magistralement, vous voyez, sans prendre parti. Et donc, si vous voulez, il y a l'espace de Titus Andronicus qui est l'espace sans lumière, et il y a l'espace éclairé qui est l'espace d'Iphigénie, qui est l'espace du pardon. Autrement dit, Beuys, pendant quelques heures, accomplit une série de gestes, une série d'actions, toute une gestuelle. Je vais vous montrer par exemple, il met par exemple le manteau des chamans, un manteau de fourrure. Il va parfois se pendre à l'encolure du cheval. Il faut savoir que le cheval blanc, dans des sociétés jusqu'en Sibérie, c'est le cheval psychopompe, hein. C'est-à-dire le cheval qui conduit les âmes jusqu'à leur repos éternel, la tombe. On tire le charroi par un cheval blanc. C'est aussi ce cheval blanc qui conduit les âmes. Pour eux, le cheval a une vertu, il a une force fulgurante, une capacité de galop, de se déplacer dans les espaces intersidéraux, dans la croyance sibérienne, vous voyez. Et ces éléments-là, ils se les approprient pour faire une action, mais en fait, c'est comme un rite. Hein. Et quand le rite est fini, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste les cymbales, le manteau de fourrure, le foin, des éléments qui ont servi à son rituel. Et c'est ça que vous trouvez dans les musées. Donc quand vous voyez dans des vitrines des œuvres de Joseph Beuys, ce sont des résidus d'action. Ce sont des restes d'éléments qui ont effectivement servi à créer une espèce de correction métaphysique, une correction d'un mal-être dans la société. Alors bon, des œuvres comme ça, je pourrais vous en raconter une bonne trentaine, mais j'ai choisi celle-là parce qu'elle est quand même assez symptomatique. Alors on le voit toujours avec un chapeau, Joseph Beuys, avec un gilet d'aviateur, avec de multiples poches, et avec des chaussures de marche. Il s'est toujours montré publiquement de cette façon-là, pour rappeler que la sédentarisation est nuisible, et que en fait, le fait de se déplacer crée des échanges entre les peuples, donc il est contre les frontières en quelque sorte. Le chapeau, c'est le chapeau couvre-chef du chaman. Tous les chamans ont toujours un couvre-chef. Et le gilet d'aviateur, c'est « je suis un criminel qui essaye de vivre avec les crimes que j'ai perpétrés ». Vous voyez, il y a un affichage permanent de ce qu'il est, de ce qu'il a été, de ce qu'il cherche à faire. C'est assez singulier quand même. Alors il a tenu des conférences admirables. Et il y a vraiment beaucoup de matière. J'ai lu 17 bouquins sur lui. Alors, pourquoi est-ce que je le montre dans Fluxus ? Parce qu'à la fin de sa vie, lors d'une interview, on lui a dit « Mais vous vous situez où ? Dans l'art conceptuel ? Dans quel art vous vous situez-vous » Je suis resté un artiste Fluxus, a-t-il dit. Vous voyez ? Et cela quelques mois avant sa mort, en 1986. Là. Bien. Nous allons poursuivre ici avec l'art conceptuel. Mais souvent, ici en francophonie, on dit l'art conceptuel, mais on devrait appeler ça concept art ou conceptual art. C'est le concept qui est art, quoi. C'est ce qui va dominer, c'est l'idée, c'est l'intention. Et sa matérialisation est accessoire. On a assimilé au mouvement d'art conceptuel des artistes français et d'autres, je pense à Sophie Hickel par exemple, pour ceux qui connaissent, à l'art conceptuel, mais ça n'en est pas vraiment. Ça devient un art sociologique, c'est un art où il y a des concepts, mais le vrai questionnement, qu'est-ce que l'art ? Ça, c'est vraiment le fondement de l'art conceptuel, dit conceptuel. Vous voyez par exemple, avec cette œuvre de Joseph Kossuth, à des théoriciens majeurs de ce courant-là, le titre dit ce que l'on voit. Donc, il n'y a rien d'autre. Ça s'appelle « Five Words in Yellow Neon », 5 mots en néon jaune. C'est ce qui est là, qui est dit, et il n'y a pas d'autre chose à chercher. Alors parmi eux, certains vont utiliser des formules mathématiques, des citations, des déclamations. On va voir quelques exemples. Alors il a fait partie d'un groupe qui s'appelait Art and Language, qui est vraiment un mouvement d'art conceptuel très, très pointu. Donc ils réfléchissent au statut de l'art, au statut de l'œuvre par rapport à la société aussi. Et la prescription fait œuvre. Alors, bon, il y aura des démarches qui vont dans beaucoup de sens différents. C'est réductif de présenter ceci uniquement sur cette appellation-là. Je préfère vous donner quelques exemples d'œuvres de l'art
conceptuelle un peu élargie. Déjà avec ce cas-ci, sublime cas de Roman Opalka. Ce que vous voyez là est un détail, vous voyez, qui porte un numéro. 680 350, c'est le numéro qu'on peut voir en haut à gauche, qu'il a écrit avec un pinceau. Il a en fait un jour décidé de ne faire plus que ça, de mesurer le temps en écrivant des nombres. Alors ça a commencé bêtement, en attendant sa femme qui était à une consultation. Et dans un carnet à page noire, il a écrit en blanc 1, 2, 3, jusqu'à ce que sa femme revienne. Et il a eu l'intuition que c'est fou, mais il pourrait faire ça toute sa vie. Ne plus faire que écrire des nombres à la suite les uns des autres avec une méthodologie. Alors il va mettre en place sa méthodologie. Il choisit un format, il n'en changera jamais. Ça peut rentrer dans son atelier. Quand il est en voyage, il continue sa série de nombres dans des carnets. Autrement, il a une sorte de rituel de travail qui est assez implacable. Premièrement, il s'installe dans l'atelier, il reprend la liste des numéros où il était arrivé. Le fond, il est gris, mais en fait, à chaque nouveau tableau, il va rajouter du blanc dans le mélange. Donc plus on va loin dans les années, plus le fond sera clair. Pour finir, il redoutait de devoir peindre à un âge avancé en blanc sur blanc. Vous comprenez le principe, hein? Donc lui, sa préoccupation, c'est le temps. Alors pour aller encore plus loin là-dedans, il instaure deux processus. Il a à côté de lui un enregistreur à bande. Et il prononce tous les nombres qu'il écrit. Pour mieux les écrire aussi. Pour ne pas commettre d'erreurs non plus. Hein, des erreurs de sauter un nombre, par exemple, vous voyez. Donc, c'est enregistré, on peut entendre la bande-son de tout ce qu'il a fait sur toute sa vie. Donc, il a acheté un appareil genre Revox, un appareil indéclassable, indémodable, toujours les mêmes bandes, toujours le même son, la même prise de son. Mais en plus, il va plus loin. Regardez ça, c'est assez terrible. Après chaque séance de travail, donc une fois par jour, il met une chemise blanche, il s'installe sur un tabouret qui est fixé à une hauteur déterminée, pour toujours, et il a un appareil Hasselblad qui ne se démodera pas non plus, un appareil photo qui est vraiment le sommet de l'appareillage photographique, même objectif, même lumière, et clap, il se prend en photo après chaque séance de travail. C'est admirable parce que le fait de l'avoir fait pendant autant d'années, avec le même appareil, les mêmes lampes, les mêmes lentilles, le même cadrage, eh bien on voit l'évolution du temps sur son visage, quoi. Vous voyez ? Donc l'idée est sotte et en même temps elle est sublime. Hein. C'est ça qui est assez fascinant. Il a laissé de beaux textes aussi où il raconte, parce que tout le monde croit que c'est une pénibilité d'astreindre sa vie à ne peindre que des nombres. Vous voyez ? Mais il dit au contraire, non, c'est une libération, c'est un exercice au quotidien qui libère. C'est comme dans mes expositions, disait-il, je ne propose pas de nouveaux assemblages. Par exemple, s'il a 15 toiles, 15 détails, puisque chaque toile, il appelle un détail, une toile. C'est un détail, avec des nombres. Et il dit, voilà, pour accrocher, moi je veux que ce soit un empan de ma main, 23 cm, c'est l'espace qu'il y aura dans tous mes accrochages. Donc il n'y a pas de surprise de l'accrochage. On ne joue pas avec des cadres, pas de cadre autour des tableaux. C'est nu, c'est pur, c'est simple, c'est minimaliste même. Et on voit bien que c'est dirigé par un concept bien basé, bien arrêté. Et pour lui, c'est libératoire. C'est le contraire de ce que pensent les gens. Revoici Sol Lewitt qu'on a vu dans l'art minimal. Donc, vous avez un bel exemple à Liège pour cet artiste-ci. Quand vous allez au musée de la Boveri, il y a en face de la cafétéria un long couloir et vous avez un grand tableau, enfin c'est pas un tableau, c'est une peinture murale qui a été exécutée par des artistes régionaux de l'académie, mais conformément à quoi ? À un cahier, un registre écrit par Sol Lewitt. Donc il est venu voir le lieu, il a déterminé une méthodologie picturale, comment subdiviser, comment reporter, quelle marque de bande adhésive il faut prendre pour mettre la peinture qu'il a décidé qu'il serait mise, mais ce n'est pas lui qui le fait. Il écrit le processus et il vient vérifier si le processus est respecté pour valider l'œuvre si elle est respectée conformément au processus.
Donc là, l'artiste s'extrait quasiment de son œuvre, puisqu'il délègue à autrui le soin de réaliser, conformément à un projet, le travail. Donc là, on voit bien, malgré que c'est beau à regarder, malgré qu'il y a, et ça c'est curieux, il y a de la composition quand même ici, parce qu'il y a quand même une certaine rythmique. La largeur des bandes mauves, par exemple, dans ce dessin mural numéro 1055, il tient compte de la largeur des poutres et il s'installe quand même comme une composition murale bien observée. Ici, ça s'appelle 5 figures et structures. Weiner, c'est quelqu'un qui joue uniquement sur cet apport textuel. C'est une espèce de poème. En réalité, quand on lit l'ensemble des assertions, on a à imaginer une réalisation. Il peut très bien parler de la mollesse d'un matériau disposé sur un matériau plus ferme. Donc il décrit pratiquement une sculpture que le spectateur fabrique par son imaginaire. Voilà. Et c'est récurrent, on trouve ça très largement diffusé maintenant dans le monde. C'est au spectateur à faire l'œuvre d'art. En fait, Marcel Duchamp ne disait pas autre chose. C'est le spectateur qui fait l'œuvre d'art, disait-il, avec sa fameuse fontaine et ses porte-bouteilles. Là, Il décidait que l'œuvre, c'était lui qui décidait que ça en était une ou pas, et c'était au spectateur de faire le travail. Donc, encore une fois, pour reprendre l'expression de Lamarche Vadel, ce critique d'art français qui est mort en l'an 2000, il s'agit d'une occlusion, c'est-à-dire qu'il y a une disparition progressive de la part de l'artiste dans son œuvre. L'artiste se met hors jeu, d'une certaine façon, puisque la graphie qu'il utilise, c'est une police bien déterminée, qui sera toujours la même, quels que soient les lieux, sauf qu'elle peut être agrandie ou diminuée selon le contexte. Et la part de l'artiste, souvent on la cherche, c'est plutôt un poète qui donne des indications. Et la part physique est un peu disparue. Alors on a un exemple ici fameux, celui de Richard Serra, un artiste américain assez surprenant. Ici, c'est une œuvre tellement grande qu'on a construit un musée autour. Vous voyez, c'est à Bilbao. Ça s'appelle La question du temps. Donc ce sont d'immenses tôles cintrées qui sont faites en atelier industriel, qui sont très épaisses, en acier corten, jamais peintes. Il trouve qu'il n'y a pas de sculpteur qui utilise intelligemment la peinture. Il trouve que le matériau doit être la couleur, quoi. Pour lui, il faut laisser le matériau s'exprimer totalement. Donc si l'acier corten rouille, il faut que la beauté de la rouille, et même le passage des gens, le fait qu'on ne peut pas empêcher qu'ils frottent, n'est-ce pas, les supports, on voit d'ailleurs des gens qui caressent la surface, ça va laisser quelques traces d'oxydation, et ça fait partie de la vie de l'œuvre. Alors oui, pour lui aussi, là, la sculpture, c'est une expérience à vivre. Donc à la fois pour lui qui le fait, mais aussi pour les gens qui la visitent. Ça peut être très surprenant. J'ai eu l'occasion de voir des œuvres complexes dont on a du mal à en sortir, en fait. Parce qu'il y a plusieurs entrées et sorties, et vous retombez, alors que vous croyez sortir, vous retombez sur le même passage. Et c'est une expérience sensorielle en plus sonore, parce que si vous claquez du pied sur le sol, les sons sont très différents selon le positionnement des parois. C'est également un très beau dessinateur. J'ai eu l'occasion de voir une exposition uniquement de très grands dessins. C'est fabuleux. C'est un artiste qui travaille beaucoup. Remarquable. Nous avons affaire maintenant à l'art vidéo. On retrouve ici un artiste qui faisait partie du groupe Fluxus. En fait, l'art vidéo, c'est le mode d'expression le plus connu au sein de ce qu'on appelle plus largement l'art cybernétique. Tous les artistes qui utilisent des technologies comme la vidéo, mais aussi bien le copy art, le fait d'envoyer des photocopies à des correspondants qui les renverront à d'autres correspondants. On a aussi appelé ça le mail art. Ce sont des techniques qui utilisent des machines, en fait. Voilà, au sens large, l'art cybernétique. Dans le cas qui nous occupe ici, voilà, c'est dans le cadre de Fluxus, un artiste, Alan Kaproff, fait intervenir des personnages en toute improvisation. Donc il y a un plan global, mais il laisse faire les gens, et il n'y a pas de scénario particulier. Si les intervenants font des choses qu'ils sentent devoir faire, ils les font. C'est filmé, c'est plat, c'est sans scénario, il y a le son et l'image, et c'est une manière de ramener l'art égale la vie, quoi. L'art et la vie, beaucoup de courants vont chercher ça, Fluxus, les nouveaux réalistes, dans le cadre de l'art cybernétique également.
Un autre exemple très connu, c'est celui du coréen Nam June-paik, qui faisait également partie du mouvement Fluxus. C'est une œuvre qui se trouve au Palais de Tokyo, à Paris, Olympe de Gouges, c'est le titre, en 1989. Donc en fait, il fait une espèce de robot bienveillant avec des images triturées. Ce sont des images qui ont été enregistrées, mais par déformations successives. Comment est-ce qu'il déforme des images? Par exemple, en amenant des aimants devant des tubes cathodiques, en réenregistrant cette image-là et en les rediffusant. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu pauvre, hein, et notamment en Corée, dans le milieu dans lequel il vivait. La télévision, c'était une échappatoire, un espoir, c'était quelque chose de bienveillant et de formidable pour la population. Donc lui, c'est plutôt comme un jeu qu'il utilise cela. Ceci dit, il faut comprendre que les artistes de l'art vidéo luttent contre la télévision. Alors vous direz, tiens, pourtant on voit beaucoup d'écrans. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce sont des écrans qui ne montrent pas la même chose, qu'il serait impossible de montrer à la télévision. C'est quelque chose qui n'est pas programmé par des chaînes de télévision. Et donc, le multi-écran, justement, fait en sorte que jamais on ne verra une œuvre d'art vidéo à la télévision, puisqu'il y a plusieurs écrans. Parfois même, ce seront des projections dans des salles et le passage du public sous l'image va avoir lieu. Et donc, tous ces phénomènes permettent une critique de la télévision, une critique de ce que véhicule la télévision. Alors ça, c'est une œuvre qui m'a extrêmement ému lorsque je l'ai vue la première fois, le triptyque de Nantes, c'est Bill Viola en 1992. En fait, on voit trois choses. On voit un accouchement sur la partie gauche, ça a été filmé avec un caméscope, une qualité d'image médiocre, mais on assiste à tout l'accouchement. Il y a juste l'intervention à la fin d'une infirmière, mais autrement, ça dure 15 minutes le film. Donc l'ensemble, les trois films projetés simultanément. À droite, il a filmé les derniers moments de sa maman. C'est-à-dire qu'il a mis un caméscope sur un pied, et elle était condamnée, elle vivait ses dernières heures, on assiste au râle de sa maman. C'est un peu comme un voyeurisme, on est comme gêné, aussi bien par la naissance comme gêné par la mort. Comment ne le serait-on pas d'ailleurs? Et alors au milieu, une image un peu plus grande, et elle d'une très belle facture, c'est fait au ralenti. Donc lui, il utilise principalement le ralenti comme mode d'expression personnelle, pas d'autres trucages. Et ici, il a filmé des corps dans une piscine, mais à aucun moment vous ne voyez la piscine. Simplement, vous avez quelque chose d'assez indéterminé qui a l'air de bouger un peu, avec une lumière un peu bleutée, et puis à un moment donné, il y a un son assourdissant là où vous êtes, parce qu'il y a une sono très forte. C'est le corps qu'on jette dans l'eau. En réalité, le corps flotte, mais c'est extrêmement beau alors que ce sont des corps morts qu'on a jetés dans une piscine, quoi, hein. Et ça a été filmé avec des appareillages de très haute définition, de telle sorte que quand on fait aller à ralenti, l'image est toujours parfaite, quoi. Alors, si vous voulez, au milieu, on a quelque chose d'extrêmement esthétisant, d'extrêmement recherché au niveau de la qualité artistique, et quand ça concerne la vie, la naissance et la mort, il utilise des moyens faibles, des moyens pas beaux finalement, pas très au point. Et il confronte comme ça nécessité esthétique, acceptation de la vie et de la mort, et il joue beaucoup sur l'émotion du spectateur. Je vous assure que chaque œuvre de Bill Viola suscite de grandes émotions. Vous pourriez par exemple vous retrouver devant un film qui montre des gens qui pleurent. Et alors, ils sont là comme devant vous, mais vous avez l'air d'avoir un point de vue quand même assez proche d'eux. Et si on ne fait pas attention attentivement, on quitte, on zappe, on va vers une autre œuvre. Mais si on regarde attentivement, on s'aperçoit qu'on pourrait être la personne qui regarde ces gens et qui viennent rendre visite, comme on dit chez nous. C'est-à-dire quand il y a une mort, on vient rendre visite pour compatir à la douleur ressentie par la famille. Donc ce sont des comédiens qui viennent, qui se disent bonjour, qui se concentrent, et certains pleurent. C'est filmé en haute définition et vous n'avez que ça. À d'autres moments, vous pouvez avoir deux tubes cathodiques avec là l'image d'un bébé qui n'a que quelques heures et là le visage d'une très vieille femme. La vie et la mort, toujours très, très mise en scène. Donc il y a vraiment des mises en scène avec les moyens modernes, dans son cas. C'est pour ça qu'on en parle dans le cadre de l'art cybernétique, parce qu'il utilise des moyens modernes. Un troisième exemple dans l'art cybernétique, un artiste moins connu qui s'appelle Samuel Bianchini, une œuvre qui s'appelle All Over, un dispositif interactif sur Internet.
quand on fait allover.dispothèque.org, on peut voir l'évolution de cette œuvre-là, qui est une œuvre qui a toujours lieu. C'est-à-dire qu'il est parti d'une image de base, avec un personnage dans une foule, et alors la projection, ce sont des chiffres. C'est un peu comme chez Opalka. On appelle ça aussi de l'ASCII art, les caractères ASCII, vous voyez. L'image change en fonction des cours de la bourse. Donc c'est relié à la fluctuation de la monnaie, des échanges boursiers. Et donc l'image n'est plus pérenne, c'est une image qui changera tout le temps, et peut-être même sera-t-elle illisible à un moment donné. Donc vous voyez que l'art s'élargit dans toutes sortes de directions, hein. C'est pour ça que, finalement, mon propos n'est pas que critique sur l'art du XXe siècle, il est aussi louangeur, puisque on voit bien que je mets en avant les artistes qui élargissent le champ de l'art. Les rituels chez Joseph Beuys, par exemple, le fait de déléguer à d'autres, chez Sol Lewitt ou chez les artistes conceptuels, il y a des tas de propositions qui peuvent aboutir à la poétique, à la beauté, à d'autres formes de beauté et d'autres formes d'expression. Nous sommes alors ici en Italie, à Turin. Il y a eu un groupe d'artistes, tous issus de cette même ville, qui vont faire des œuvres en utilisant des matériaux justement contraires au design, contraires à l'industrialisation, à l'automobile, à la beauté des choses designées et commerciales. Donc ils vont utiliser ici des chiffons, tout simplement. La sculpture, ce n'est pas lui qui l'a faite, ce n'est même pas un moulage qu'il a fait, hein. Il achète un moulage déjà existant et il le confronte à un tas de vêtements. Un autre exemple, peut-être plus parlant, celui de Mario Merz. Ça s'appelle l'igloo de Giap. Alors pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire de la guerre du Vietnam, Giap, c'est en fait un stratège vietnamien qui donnait des injonctions pour le combat contre les Américains, n'est-ce pas ? Et alors il avait une phrase qui était très célèbre. Si l'ennemi se concentre, il perdra du terrain. S'il se disperse, il diminuera ses forces. C'est un constat guerrier. Mario Merz va utiliser cette phrase-là, de ce stratège-là, pour faire une autre sorte de guérilla. C'est la guérilla contre la culture. Le mouvement ici, l'arte povera, art pauvre en italien, veut utiliser des matériaux comme le sable, des choses naturelles, le métal brut, et le moins de recours possible pour lutter contre la marchandisation galopante de cette société de consommation qui est la leur à ce moment-là et qui l'est toujours. Par exemple, ici avec Pier Paolo Calzolari, Hommage à Fontana, c'est une pièce en fait qui varie en fonction de la fréquentation de l'exposition. Donc ce sont des éléments de frigidaire. Alors plus il y a de spectateurs, donc plus il y a d'inhalation dans la salle, plus l'œuvre devient blanche. S'il y a peu de monde, on voit le cuivre. S'il y a beaucoup de monde, elle devient blanche. C'est un matériau pauvre, la glace, c'est un matériau ordinaire, et qui suscite pourtant, curiosité et poétique probablement. Voilà un troisième intervenant de ce groupe L'Arte Povera, mais notez bien ici, vous voyez l'œuvre de 2001. En fait, il va travailler avec la nature, Pennon. Donc il a vraiment fait partie du courant dans les années 60. Hein. Mais je vais un peu plus loin et je montre une œuvre plus récente, celle de 2001, à Rotterdam. Ça s'appelle Élévation. En réalité, il s'est aperçu dans la région du nord de l'Italie où il demeure, un arbre qui vivotait encore un peu. Il l'a fait mouler en bronze. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais les centaines de kilos de bronze qu'il a fallu pour mouler ce vieil arbre-là. Il l'a installé alors le long d'un canal à Rotterdam. Il y avait déjà un arbre à être, et il va faire planter également, il va planter lui-même 4 autres arbres. Il fait maintenir ce moulage du vieil arbre sur des poteaux. Vous pouvez voir ici, vous voyez, qu'il y a des éléments en béton, du béton armé, pour supporter la charge du poids du bronze. Alors il plante des arbres tout contre. Alors les arbres vont grandir, ils vont manger la structure porteuse, et dans quelques années, moi j'y vais, chaque fois que je vais à Rotterdam, je vais voir comment ça a progressé, hein, parce qu'il y a beaucoup de belles expositions à Rotterdam. Et alors, pour finir, on aura bien l'impression que 5 jeunes arbres portent leur souche, leur origine, le vieil arbre
voyez, et c'est en même temps la nature qui supporte l'acte artistique. Vous voyez, il y a beaucoup de symbolique comme ça. Il a fait des œuvres étonnantes où, par exemple, il met un moulage de sa main en bronze sur un jeune arbre. Chaque année, il vient faire des photos avec le même cadrage. Et quand on voit une exposition de Pennon, on peut voir, par exemple, toute une série de photos où on voit comment l'arbre a englouti la main tout entière. La nature est plus forte que l'art. En fait, un peu le discours subliminal qu'il y a dans son travail. Alors, on aborde ici un autre courant, c'est le Land Art. Bien qu'il soit inscrit ici, Earth Art. Earth Art, ce n'est pas très facile à prononcer. Vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles on a gardé le mot Land Art pour tous les artistes qui ont fait des œuvres sur la nature, sur le paysage, en fait. Les premiers, les ouvriers de la terre, il y avait parmi eux Robert Smithson, qui était en fait un ouvrier de chantier. Oui, vous savez qu'on exploite parfois la terre avec de très gros engins, et une fois qu'on a spolié la terre de tout ce qu'elle pouvait receler, de sel par exemple, ou de matériaux rares, après on déserte et on laisse en l'état des chantiers qui ont été exploités. Alors lui, il a décidé de faire une spirale de 500 mètres de long, de 5 mètres de large, dans le lac salé de l'Utah. Donc il laisse un geste artistique après l'exploitation industrielle outrancière, et il fait un geste artistique en fait. Il crée une forme bien connue de la nature, la spirale. Aujourd'hui, elle se voit à peine. Si on la survole en avion, le lac a repris ses droits. Mais quand même, ces artistes-là de l'Earth Art, c'est plutôt un courant américain, alors que le Land Art, ce sera plutôt un courant anglais. On va voir la différence. Les premiers laissent des traces indélébiles sur la nature, parce qu'ils sont dans une époque de surconsommation et d'exploitation aussi, mais les artistes du Land Art veilleront à ne laisser aucune trace de leur passage. Voyez ? Alors pourquoi font-ils des œuvres gigantesques et pourquoi les font-ils si loin ? Mais pour échapper au marché de l'art. C'est encore une fois pour échapper à la marchandisation du produit des créations. Le fait que ce soit gigantesque, c'est inexploitable, disait-il. Mais la photographie s'est saisie de cela. Et aujourd'hui, on vend très cher les photos d'époque de ces artistes-là, qui ont eu l'intelligence d'ailleurs de faire des photos de qualité pour qu'elles soient vendables. Donc c'était plus vendable en tant qu'œuvre sur le site, mais ça l'est par les photographies qui témoignent du ça a eu lieu. Vous voyez ? Le ça a eu lieu est illustré par les photos qu'on a faites au moment où l'œuvre a été exécutée. Voilà une œuvre assez impressionnante de Walter de Maria, une photographie assez réussie puisqu'on voit la foudre. Et c'est fait à dessin, c'est-à-dire qu'il va construire de lighting field, champ d'éclairs. Donc en fait, c'est un grand rectangle d'1 km sur 1,6 km, 1 mile. Il y a 400 paratonnerres qui ont été dressés à hauteur différente, d'approximativement 6 mètres. Et chacun est distant de 66 mètres. Ce calcul répond au calcul de Faraday. Quand vous allez au musée des sciences de Liège, vous pouvez rentrer dans une cage de Faraday et on met à haut voltage alors que vous êtes dedans. Et vous voyez passer les éclairs autour de vous et vous n'y êtes pas sujet. C'est basé sur ce principe. Et donc, il y a une cabane au milieu de ce champ où 6 personnes peuvent prendre place. Il faut absolument être seul ou très peu accompagné pour y avoir accès. Notez bien, pour y aller, il faut réserver des années à l'avance, tellement il y a des gens qui veulent aller vivre l'expérience de cette œuvre-là. Le mieux, c'est d'y aller par temps d'orage, parce que là, à ce moment-là, vous avez les éclairs qui se baladent d'un poteau à l'autre, il y a toutes sortes de phénomènes, et c'est fait dans un désert qui est réputé pour la fréquence de ces éclairs. Donc, on joue avec la nature, on lui impose une structure indélébile, certes, on crée un événement, et on favorise l'appréhension de cet événement par la solitude. Dans quel pays ? Au Nouveau-Mexique. Alors voilà, Christo et Jeanne-Claude, son épouse Jeanne-Claude Guibon. Elle est aujourd'hui décédée, lui il vit toujours. Alors ils font des œuvres vraiment à deux. Ce sont des œuvres de pair. Dans leur cas, ils font plutôt partie du land art, parce que tout va être démonté. Ici, c'est quand même 40 km, la longueur de ce running fence. 40 km, 145 km de câbles, 2050 poteaux d'acier d'une hauteur de 6,50 m. C'est une espèce de parodie des frontières. C'est une frontière qui n'en est pas une. Vous pourriez passer avec un coup de canif, vous passez de l'autre côté.
il y a une sorte de prescience quand même de ce désir de cloisonner qui est typique de nos sociétés. Hein, cette notion de protection là est quasi portée en dérision, mais leur propos n'est pas sur l'humour. Hein. Leur propos, c'est de faire une chose qui soit poétique, qui soit belle, très photogénique. Il y a des photos admirables que vous pouvez voir sur Internet de ça, et des films aussi, parce que quand le vent prend dans les voiles, sur 40 km, et ça se termine dans l'eau. Donc ça continue dans l'eau. C'est un petit peu comme si on voulait faire une muraille de Chine, mais éphémère. Une muraille de Chine qui ne sert à rien protéger, en fait. Ils travaillent vraiment comme une entreprise. Hein. Donc, par exemple, ils ont emballé le Reichstag à Berlin. Il a fallu des années de débats avec les autorités pour qu'on leur donne la permission d'emballer l'endroit où se prennent les décisions pour l'Allemagne réunifiée. Ça pose des questions politiques. Et donc, ils ont réussi à faire ça. Si vous tapez Christo Reichstag, vous allez voir, c'est très beau. Une œuvre qui a eu lieu pendant 17 jours. Et les ministres sont venus travailler à l'intérieur d'un monument emballé, qu'ils désemballent après, et qui révèle la réalité de ce monument-là. Il a aussi emballé le Pont Neuf à Paris. Ça a fait à l'époque de Chirac, quand il était président. Et quand on déballe, c'est un événement parce qu'on se rend compte que le monument est beau, ou que le monument est important. Donc c'est emballé pour mieux révéler. C'est leur stratégie à tous les deux. Alors celui-ci est très beau aussi, hein, il s'appelle Richard Long. Lui, son principe, c'est marcher, déplacer. Donc il faut être seul, aller loin. Par exemple, ici, il va déplacer des pierres toutes blanches et en faire un cercle dans la nature. Pour finir, il s'écarte, il prend une photographie, pas de zoom, pas de dézoom, vraiment un objectif standard 50 mm, pas d'effet. Il fait des photos et puis il s'en va et il laisse la nature reprendre ses droits. Donc pour lui, l'art, c'est quelque chose qui se pratique tout seul. Son œuvre est toujours éphémère. Bien entendu, elle va rentrer dans les galeries, parfois, parce qu'on va parfois lui demander d'exposer une chose qu'il a faite. Et là, on atteint un petit peu la contradiction, puisque des fois, on est tout content de voir Richard Long dans un musée, mais là, c'est plus lui qui l'a fait seul, vous voyez. C'est un travail d'équipe pour pouvoir déplacer une œuvre qu'il a faite dans la nature pour la transposer dans un musée. Et également, les photographies sont largement exposées. Donc voilà, belle tentative quand même pour rappeler la nécessité pour la création de la solitude. Moi, j'aime bien insister là-dessus. À l'heure où on fait beaucoup avec des collaborateurs, on confie la réalisation de pièces de son travail. D'ailleurs, on n'appelle plus des heures, on appelle des pièces, signe des temps probablement. Aujourd'hui, on dit, voilà, je vais exposer 15 pièces dans cette exposition-là. On ne dit plus 15 œuvres, on dit pièces. Pièces, c'est comme l'industrie, ça. Il y a un apparentement avec notre ère industrielle quand même. Et donc, les artistes, on ne les appelle plus peintres ou sculpteurs, on les appelle plasticiens. Hein. Même ça, les appellations sont gommées. Alors, on arrive dans toute autre chose maintenant, et c'est le début de la fin de ma conférence. C'est-à-dire qu'on arrive dans la rupture avec la rupture. C'est le fait de cesser de rompre avec les traditions. Et donc, des artistes en Italie, en Allemagne et aux États-Unis principalement, et puis en France, 4 pays, vont travailler sur la reprise de la figuration, avec ce qu'on appelle la citation. La citation en art, ça veut dire, c'est aussi un terme important comme installation. La citation, c'est le fait de reprendre à quelqu'un d'autre. Vous pouvez par exemple voir ici, ce petit bâtiment-là fait penser à l'usine de Horta de Ebro de Picasso, un tableau qu'on a vu dans la première conférence. Ils vont rechercher des éléments des arts, ils les remélangent avec des figures ou des principes créatifs aussi bien traditionnels que, par exemple, africains ou asiatiques. En fait, ils s'octroient le fait de tout mélanger, de tout reprendre sur des supports vendables. Oui. Et le marché de l'art, le marché des galeries, va reprendre de plus belle à ce moment-là. Donc, ici, c'est en Italie avec Sandro Chia, 2 peintres au travail. Donc, on retrouve un titre. Alors, on a une technique identifiée, la peinture à l'huile. On a de la figuration, alors qu'on a vu beaucoup de courants artistiques où la figuration avait été évacuée. Les mythes, les histoires religieuses, des manières de travailler sont parfois classiques et parfois ils profitent des avancées de Picasso, des avancées des artistes de l'art moderne, bien entendu. Ici, Mimo Palladino.
Alors il y a de l'ésotérisme, il y a de la mystique dans tout cela, il y a de la transcendance, c'est-à-dire le fait d'orienter un travail vers ce qui caractérise la métaphysique, ce qui caractérise les sphères éthérées que nous ne connaissons pas. Enfin, il y a de nouveau un lien transcendantal qui est possible dans les figurations proposées, dans ce qu'on appelle la postmodernité. Et ça donne parfois lieu à des artistes très très intéressants. Celui-ci, par exemple, est allemand, Georges Baselitz. Un jour, il décide de toujours peindre à l'envers. Ce n'est pas qu'il bascule son tableau, c'est qu'il a un modèle devant lui et il le peint directement à l'envers. Et le fait de faire ça, c'est le fait d'évacuer, en tout cas de postposer un peu la figuration et de faire comprendre et connaître la couleur, le geste, la qualité graphique avant la représentation. C'est une série, elle s'appelle Elk 6, par exemple, ici, faite en 1976, et il a vraiment une patte extraordinaire, et les formats qu'il peint sont souvent assez gigantesques. Il a fort été influencé par Samuel Beckett, notamment son livre Molloy. Et ce renversement est devenu sa signature, si vous voulez. Dès que vous voyez une œuvre renversée comme ça, c'est Baselitz. Et ça permet vraiment de voir la plasticité, de retrouver le plaisir jubilatoire d'un coup de pinceau, le plaisir jubilatoire de couleurs savamment associées, ou parfois sauvagement associées, il est vrai. Un autre très grand artiste et surprenant dans la postmodernité, c'est Anselm Kiefer. Il s'incarne vraiment dans l'après-guerre, hein. Il souffre très fort du passé de son propre pays. En fait, il a son propre pays en détestation. Et il ne supporte pas le passé de l'Allemagne. Il va même faire quelque chose qui n'a jamais été bien compris par personne. Il a décidé de faire un tour d'Europe avec un photographe et de se faire photographier dans chaque ville d'Europe en faisant le salut nazi. Hein, mais ça, dans ses jeunes années. Hein. Et il est en souffrance de porter ça sur lui, vous voyez. Alors il va développer des formes d'art tout à fait étonnantes par le gigantisme. Notamment, il travaille à partir d'images d'archives. Par exemple, il va se servir d'une place qui a été faite par Speer, qui était l'architecte favori de Hitler, une place qui a été détruite. Il reprend des photos et il repeint d'après cette architecture. Vous savez que l'architecture nazie est une architecture inspirée par le néoclassicisme et le classicisme. Donc c'est le gigantisme, on veut imposer, on veut écraser. Quand il y a des sculptures, ce sont des personnages qui regardent droit devant. C'est une architecture qui glace le sang. Hein. Ces architectures de Mussolini, c'était pareil à l'époque de Mussolini. Enfin, tous les fascismes et les totalitarismes ont engendré des arts néoclassiques qui impressionnent et qui font l'homme petit, qui rabaissent l'homme. C'est une constante, j'aime bien de le souligner. Et alors ici, par exemple, il refait un mémorial pour la Shoah. En fait, c'est un très grand tableau, hein, vous voyez, 5,41 m. Et là, il se sert d'une architecture qui est de 1938 et qui avait été commandée par le régime nazi. Donc il reprend ça, mais il met des petites flamèches là dans le fond, et cette œuvre-ci devient une sorte de mémorial de la Shoah. Oui. Donc il y a vraiment un art engagé par rapport à la germanité. Comme chez Joseph Beuys avec les jeunes de Francfort, la difficulté d'être jeune allemand aujourd'hui, quoi. Un autre représentant de ce courant-là, c'est Georg Immendorf. Tous deux ont été les élèves de Beuys. Notez qu'ils ne reprennent rien de Beuys. Ils ont beaucoup appris avec Beuys, mais pas au niveau technique. Ils ont appris au niveau du positionnement, au niveau de l'attitude. Il a fait une grande série sur l'Allemagne. C'est souvent des villes, des cafés, avec des personnages en état d'ébriété, des rixes, hein, des bagarres dans des lieux publics. Et souvent, il met en scène des personnages existants. Marcel Duchamp, par exemple, ou Beuys, ou certains philosophes peuvent se retrouver figurés dans ces tableaux. Il s'inspire de la bande dessinée aussi. Et il peint d'une manière extrêmement libre, comme fera après lui un autre peintre allemand qui s'appelle Neo Rauch, mais lui, il est plus esthétisant. Mais c'est un peu ce principe-là. Rauch, il est beaucoup plus dans l'imaginaire, parce que lui, il montre la déchéance d'un pays qui est passé par le capitalisme et le fascisme. Donc c'est un art quand même assez politisé. Aux États-Unis, nous avons le cas de David Sale, qui lui va reprendre les processus non avoués de Picabia. Francis Picabia, qui est un artiste surréaliste, qui superposait beaucoup d'images, va reprendre ce processus
Son succès lui viendra du fait qu'il ose montrer des scènes érotiques ou un peu choquantes. Son succès lui viendra de là. Alors il va puiser chez Goya, il va puiser chez Géricault des images photographiques qui sont transposées par des moyens mécaniques sur des toiles. Et puis il revient avec des scènes érotiques souvent, des nus par-dessus. On appelle ça la bad painting. Il y a peu chez eux de revendications sociales. Il y a le désir d'une jouissance esthétique en mélangeant tous les recours possibles, en offrant le plus de liberté créative possible aux artistes qui ont envie de revenir à la peinture-peinture, sculpture-sculpture, n'est-ce pas, et commerce-commerce aussi. Quand on voit ça, on se dit quand même, dans l'art moderne, avec toutes ces questions sur l'art, il y avait quelque chose de grand, quelque chose de noble, et finalement quelque chose qui n'est plus si grand ni si noble, quand on retrouve toutes ces libertés-là, comme c'est le cas ici encore avec Eric Fischl, qui montre surtout des scènes liées à l'adolescence, à l'éveil de la puberté. Alors, tous ces tableaux sont toujours avec des nus qui s'affichent, des scènes de passe dans des voitures, des scènes de prostitution. Une Amérique désenchantée, en fait, tout le temps. Et il fait commerce de cela, en utilisant des principes compositionnels qui appartiennent à l'art moderne. Regardez ici un triptyque avec des décalages. Maintenant, il y a une jubilation à peindre, à laisser aller la coulure, comme c'est le cas ici, sur la partie droite du tableau. On peut très bien aussi envisager, comme chez Julian Schnabel, un tableau avec des assiettes cassées, comme les azulejos, les fameuses fresques qui sont faites en Espagne avec des assiettes cassées. Donc, le bon goût est souvent peu au rendez-vous. Duchamp avait dit que le bon goût était une affaire bourgeoise, et que de toute façon il fallait en rire. Donc ils reprennent ça à leur compte aussi, bien entendu, tout en intégrant les sujets, la figuration et le fait de faire l'œuvre soi-même. Et enfin ici Gérard Garouste, un Français, qui fait partie des nouvelles figurations. Il étire souvent ses personnages comme à la période maniériste au XVIe siècle. Il a vraiment un métier. Il vient un peu du monde du décor d'opéra. Et c'est un personnage qui reprend beaucoup de thèmes religieux ou des thèmes religieux de différentes religions, aussi bien israélites que tirés de la Bible. Et il y a une très belle plasticité quelquefois, mais pour finir, c'est tellement illustratif, ça nous enlève un certain charme. Ça en est trop. Il utilise beaucoup de clair-obscur, des moyens techniques qui sont quand même très suaves. Et il a une grande créativité, je ne m'en moque pas, mais c'est un beau personnage. Il a créé notamment une association qui s'appelle La Source, qui s'occupe d'enfants à reclasser socialement par l'exercice de l'art. Et il y va très régulièrement, quoi. Il va peindre avec les enfants. C'est un homme qui s'engage socialement quand même. Voilà. Et le dernier exemple est d'un Français qui s'appelle Robert Combas. Et on voit bien le recours au graffiti, le recours à la bande dessinée, à la narration de toutes sortes de choses qui émaillent le monde d'aujourd'hui, avec ses mouvements, ses guerres, ses jouissances, sa dépravation. Tout ça fait bon ménage pour faire un art vendable. Oui, là je suis quand même un peu critique, plus critique qu'admiratif, devant cette postmodernité qui se ressaisit d'un certain savoir-faire, prétendument pictural ou sculptural. Donc, ce qu'il ne faudrait pas croire, c'est que l'art d'aujourd'hui a passé l'an 2000, c'est un art qui est revenu à ça uniquement. Ce n'est pas vrai. Il y a aujourd'hui des artistes qui continuent le cheminement moderniste. D'ailleurs, ceux que j'ai montrés comme Pennone, comme Laurens Weiner, sont toujours vivants et font toujours de l'art moderne aujourd'hui, à l'époque du postmodernisme. Le postmodernisme n'est qu'une étiquette qu'on a donnée aux États-Unis pour définir des artistes qui sont revenus à des modes anciens d'expression. Voilà. Ça va ? Voilà. Je pense qu'on a fait un beau tour dans l'art du XXe siècle et qu'on peut laisser notre aventure là. Vous retrouverez sur mon site, si vous voulez, un texte qui reprend le corps de mes propos. Et aussi, vous pourrez réentendre la conférence passée et probablement, si l'enregistrement a bien marché, celle d'aujourd'hui, et peut-être même avec des images. On y travaille. Merci pour votre belle attention.